Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser la Chine face à sa plus grande dépendance, et oui c'est bien le pétrole. On va voir comment cette dépendance se structure, quels sont les risques, quelle est la stratégie de Pékin et quelle est l'opération autosuffisance énergétique qu'elle met en place. La Chine s'est structurellement développée lors de ces 30 dernières années avec un accroissement de ses besoins en énergie. Puisqu'elle est l'usine du monde, elle a donc besoin d'énergie, elle produit tout, même du pétrole, mais largement pas assez pour couvrir ses besoins. La réalité stratégique, c'est qu'une superpuissance industrielle qui ne contrôle pas totalement ses besoins énergétiques est contrainte à être dépendante. Cette présentation vise à comprendre d'où vient cette dépendance, comment elle fonctionne concrètement, ce que Pékin met en place pour en sortir. Dépendance structurelle en chiffres, la part importée du pétrole en Chine représente 70 à 75% du total, ce qui fait qu'elle produit évidemment environ 25-30%. La part du pétrole importé provenant du Moyen-Orient, elle varie entre 35 et 55%, et le transit par Hormuz est donc critique, comme on le voit actuellement. Les réserves stratégiques sont de l'ordre de 1 à 1,4 milliard de barils, soit l'équivalent de 2 à 3 mois de consommation interne. La lecture est simple, la Chine consomme énormément, consommation interne, son industrie, et produit peu, elle dépend donc en grande partie des routes maritimes. Son point faible est clair, l'importation énergétique, et cela les USA le savent. Les verrous stratégiques comme Hormuz ou Malacca représentent donc un grand risque. Hormuz c'est 20% du pétrole mondial, axe clé pour l'Asie, zone sous tension quasi permanente. Le détroit de Malacca, c'est 25 à 30% du commerce maritime mondial, 15 à 16 millions de barils par jour, donc un tiers du pétrole transporté par mer. Le passage stratégique entre l'océan Indien et la Chine méridionale, dépendance critique de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud sur ce passage. Un blocage sur un de ces détroits a donc un effet immédiat, c'est l'inflation ou les pénuries, comme on le voit actuellement dans certains pays d'Asie. Les risques de cette dépendance. La dépendance chinoise n'est pas passive, elle est au contraire organisée, optimisée, mais malgré tout contrainte. Les flux principaux, comme on l'a dit, le Moyen-Orient, avec les voies maritimes par le détroit d'Ormuz ou de Malacca, mais aussi la Russie, comme on va le voir avec les pipelines, et l'Afrique, avec les voies maritimes également. Le système est donc constitué d'une importation massive, d'un raffinage local, d'une redistribution interne, mais avec une limite majeure, le transport est le point faible. Cela implique donc une vulnérabilité au conflit, une dépendance aux routes maritimes et surtout aux détroits, et une exposition aux prix mondiaux. Donc en soi, la Chine n'a pas un problème d'approvisionnement en pétrole, elle a un problème de sécurité d'accès au pétrole. Comme on le voit ici, les deux détroits, Malacca et Hormuz, représentent une part significative du transit de pétrole mondial, et donc un point faible pour la Chine. Passons à la stratégie de Pékin. Depuis 20 ans, la Chine anticipe ce risque, à travers 4 points qu'on va voir. L'accumulation massive de réserves, donc de stockage stratégique, la capacité est estimée à plusieurs mois, l'objectif c'est d'aller jusqu'à 2 milliards de barils, soit l'équivalent de 6 mois de consommation interne, qui peut être utilisé en cas de crise. L'objectif de ce plan, c'est de pouvoir gagner du temps, comme c'est le cas actuellement. En point numéro 2, la diversification des approvisionnements en pétrole, à travers la Russie qui représente 18 à 20% de ses importations, mais aussi Angola par les voies maritimes, 10 ou 12%, et le Brésil 5 à 8%, idem par les voies maritimes. Tout cela pour réduire la dépendance vis-à-vis du Golfe Persique, qui représente quant à lui 40 à 50% du pétrole importé en Chine. Le point numéro 3, ce sont donc les routes alternatives qu'elle peut développer. Elle mise énormément sur les pipelines terrestres, notamment avec son partenaire russe, sur les nouvelles routes logistiques, qui ont pour but de relier l'Europe à l'Asie par des itinéraires maritimes et terrestres, notamment des routes, et aussi des voies ferroviaires. Cela a pour but de limiter la dépendance au détroit en multipliant les canaux. Et enfin, en point 4, l'adaptation court et long terme. À court terme, la Chine produit énormément d'électricité via le charbon, qu'elle a localement, à travers des stocks, comme on l'a vu, et potentiellement avec le rationnement. Sur le long terme, elle mise en revanche sur le nucléaire, les énergies renouvelables, et une électrification massive dans laquelle on peut dire qu'elle est déjà leader, notamment dans le domaine des terres rares, qu'elle maîtrise totalement, qui peuvent servir aux batteries, dans lesquelles elle est leader mondial, qui peuvent servir dans les voitures électriques, dans lesquelles elle est également leader mondial déjà. Pour vous donner une ordre de grandeur,
En 2025, la Chine compte 59 à 61 réacteurs en service et 30 à 38 réacteurs en construction, sur la moitié des réacteurs en construction dans le monde, contre 9 centrales nucléaires en service en l'an 2000. C'est pour dire que cet axe de développement est certainement l'axe principal sur lequel elle mise pour son avenir énergétique. La logique veut donc que la Chine s'affranchisse au maximum du système énergétique mondial et surtout du pétrole. Opération insuffisance énergétique. La Chine sait qu'elle ne sera jamais totalement indépendante énergétiquement, mais elle vise autre chose. Elle vise à réduire sa vulnérabilité au maximum. Pour cela, les leviers principaux sont l'électrification, la voiture, les voitures électriques, et une industrie plus dépendante de l'électricité que du pétrole. La domination sur les énergies renouvelables, c'est déjà le cas, le nucléaire à grande échelle, comme on l'a vu, et le contrôle des chaînes de valeur. De la matière première jusqu'au produit final, elle ne veut pas être dépendante d'un autre acteur, ou d'un risque potentiel de déstabilisation. L'objectif à long terme est de passer de dépendance au pétrole importé pour sa croissance à un mix énergétique maîtrisé qui porte sa croissance. Au lieu de devoir sécuriser l'approvisionnement de son pétrole, la Chine veut réduire son besoin d'importation, voire même exporter. Et oui, pourquoi pas ? Si elle produit énormément d'électricité, forcément elle aura des capacités d'exportation dans ce domaine. Finalement, transformer une faiblesse structurelle en levier stratégique de transformation. En conclusion, ce que l'on peut dire concernant cette faiblesse qui finalement va modeler la Chine, c'est que la dépendance énergétique du pays au pétrole est un point de pression majeur sur lequel les USA jouent actuellement. Forcément, les USA, premier producteur et premier exportateur mondial de pétrole, face à la Chine qui, quant à elle, est la première importatrice mondiale, signifie qu'un baril qui monte égale à plus de cash pour les USA et moins de croissance pour la Chine. Elle pourra produire avec un coût plus élevé, sa consommation interne sera impactée, et c'est donc ce qui pousse la Chine à faire évoluer son modèle, à travers la diversification, le stockage, la transition énergétique et la stratégie long terme qui, comme on l'a vu, comprend essentiellement le nucléaire. Le vrai sujet au-delà du pétrole, c'est donc la capacité d'un pays à transformer une contrainte en stratégie. Et dans ce domaine, la Chine s'adapte méthodiquement. Et voici, merci pour votre attention, à très bientôt pour une nouvelle analyse.